veuillez prendre place. Martin, il est étudiant, on va faire sa démonstration. Ma jeunesse, je vais essayer un peu de sensibiliser la jeunesse congolaise et je vous invite tous à suivre ce texte avec beaucoup d'attention. Ma jeunesse, peut-on éteindre nos télés et allumer nos cerveaux? Peut-on arrêter d'être fêlés et monter ses tambours? Il n'y a pas une élite sans lutte, il n'y a pas un mouvement sans combat. C'est vrai que la jeunesse d'aujourd'hui est laissée sans aucun appui. C'est retrouvant un plein de nuit qui lui hâte jour et nuit. Ainsi faiblesse de la part de notre jeunesse qui scandale sans cesse comme si elle était née dans une sorte de bassesse. Ma jeunesse est sans formation. C'est pas parce qu'elle manque un plan d'action. Non, c'est parce que dès sa jeunesse, elle a raté sa formation. Ce qui lui coûte aujourd'hui son insertion. On dit la jeunesse est l'espoir du démon. Mais moi je vois une jeunesse qui coupe malgré ses démons. À qui la faute? À l'État ou à cette jeunesse? Je crois qu'ils sont tous responsables de cette maladresse. Jeune, si tu veux un meilleur rendement, commence à prendre ton destin en main. Malgré tes peurs vermoyants, force, la vie finira par te faire un câlin. Dans mon miroir, je vois une jeunesse sans formation. Dans le couloir, je vois des jeunes sans ambition. Alors jeune, je te parle. Il est temps que tu prennes tes responsabilités. Fréquente pas à boîte de nuit, ça ne te fera pas avancer. Tu prends de l'âge, pense un peu à ton avenir. Arme-toi du courage et vois ce qui va en venir. C'est bien quand tu critiques le président, le député ou le roi, mais à leur présence, il y a qui t'ont souri, qui l'envoie. Tu me dis que demain nous allons apporter un changement. Dis-moi, qui besoin de moi en attendant? J'aime, bats-toi pour tes rêves. Fais-les avant qu'il y ait des crèves. Ne le fais pas de façon pleine. Ainsi, la réussite sera ta trêve. J'aime, évite la procrastination. Comme l'oufrance, c'est aussi la solution tant attendue pour ma nation. Déchire, guerre, misère, nous en avons assez. C'est de toi qui viendra le préparer. Je termine en disant ceci. La jeunesse n'est pas éclairée de la vie. Non. Elle est un état d'esprit qui est lié de toutes sortes de vie. Peut-on éteindre nos télés et allumer le cerveau? Peut-on arrêter d'être fêlés, montrer à la face du monde ce qu'on peut? Il n'y a pas une élite sans lutte. Il n'y a pas un mouvement sans combat. Messieurs les doyens de la faculté des lettres et sciences humaines, messieurs les vice-doyens chargés de l'enseignement, madame la vice-doyenne chargée de la recherche, chers professeurs de la faculté des lettres et sciences humaines, messieurs les recteurs de l'école des communicateurs, des Irois, notre conférencier, chers chefs de travaux et assistants, chers camarades et distingués invités, tout en vous souhaitant à la fois la cordiale bienvenue, en vous disant merci d'avoir honoré notre invitation. C'est à nous un grand plaisir de nous adresser à vous ce matin à l'occasion de cette première conférence débat sur la communication à l'ère de l'insécurité numérique, à l'ère de l'insécurité, état de lié, enjeux et perspectives. Du choc d'idées jaillit la lumière du temps. Cet événement riche en savoir constitue un moment d'échange scientifique. De cette discussion découlera une nette position des intellectuels que nous sommes en tant que tels. Éclairer la cité aussi l'une de nos missions, car en elle-même la communication est une arme capable de dissuader les adversaires.
Ce n'est plus un secret pour personne. C'est de moins en moins ces genres d'activités sont organisées dans notre faculté. En effet, nous comptons rallumer l'effet de notre faculté menacée par l'extinction des activités telles des conférences débats, des ateliers, des colloques où nous apprendrons des notions ou que celles apprises à l'université. Dès lors, les constats faits, nous avons décidé de créer une structure dénommée Café Cycle, où des questions ayant trait à la communication, tout dans toute sa diversité, seront discutées entre étudiants, professeurs, chefs de travaux étudiants et assistants, ainsi de suite, car la beauté de la science réside dans sa contradiction. Saisissant l'occasion qui nous est offerte, nous adressons sincèrement nos remerciements encore une fois de plus à notre doyen de la faculté des lettres et sciences humaines, à messieurs, madame et chargés de la recherche à la faculté des lettres, mais aussi au recteur de l'école des communicateurs qui nous a honorés aujourd'hui. Mesdames, messieurs, nous constatons depuis plusieurs années que les étudiants de notre faculté manifestent un intérêt considérable accru pour l'émergence rationnelle de notre conscience face aux exigences pour atteindre leurs entendements avec le concours de notre doyen. Nous comptons ne pas nous limiter ici. Il nous reste malgré tout au long chemin parcouru. Ce n'est qu'en agissant des concerts que nous attendons nos objectifs fondamentaux. Nous considérons qu'à ce sens, la deuxième session de notre conférence interviendra incessamment. Mesdames, messieurs, la gratitude est non seulement la plus grande des vertus. Merci beaucoup. Pour ceux qui m'ont présenté, ils ne m'ont pas présenté en tant que tel, il y a aussi un aspect. Je suis bachelier en latin aussi. Actuellement, je suis étudiant à la faculté de droit, en deuxième année GB. Je voulais ouvrir une petite parenthèse. Ne vous gênez pas, surtout vous organisateurs. Je serai scientifique. Il y a aussi un élément, je suis le secrétaire général de l'association des épistémologues du Congo. L'épistémologie étant la science des sciences, je resterai scientifique. Je suis parti de l'intitulé thème « Communication à l'ère de l'insécurité, état des lieux et enjeux et perspectives ». Loin de tout me présenter, j'ai aussi enseigné. J'ai enseigné au lycée Sacré-Cœur, j'ai enseigné à Don Petit, j'ai enseigné à Malandi, j'ai sillonné les écoles, n'est-ce pas, de la ville de Kinshasa. Donc je garde cette identité pédagogique dans la transmission, n'est-ce pas, de la matière. Je suis resté dans le contexte purement épistémologique. Moi, mon intitulé, loin, n'est-ce pas, de quitter le contexte. Wittgenstein, philosophe allemand, dit, quand vous quittez le contexte, tout ce que vous racontez, c'est du prétexte. Soyons dans le contexte. Le Congo en crise et en guerre. Mon exposé tire son fondement dans mon prochain ouvrage qui déjà touche à sa fin, le passé du Congo, le présent du Congo, le futur du Congo. Un ouvrage de 600 pages qui pourrait intéresser tout le monde. C'est là où je tire les éléments. En dehors de mon livre, Les expériences, je suis un des rares députés qui ait fréquenté, n'est-ce pas, nos militaires au front. Rappelez-vous, affaire Minembwe. Je suis dans la commission défense et sécurité. J'ai combattu le régime de Kabila durant 18 ans. Donc j'ai des repères de ce qui se passe aujourd'hui. Bien qu'on ne sait pas le dire, nous nous taisons, mais nous écrivons pour des générations futures. Suivez-moi calmement, vous allez découvrir certains éléments et certaines informations. Des informations pertinentes qui relèvent de la jeunesse.
J'ai suivi les poèmes de l'ami. Il pose la question, je l'ai écrit, à qui la faute si les jeunes arrivent à échouer? Moi, je crois que la faute revient à l'État. L'État conçu dans la dynamique du premier parent. C'est l'État. Est-ce que l'État a mis les moyens? L'État a mis les dispositions? L'État a mis des structures en place pour que la jeunesse arrive à réussir? La réponse, vous en avez. On nous demande de ne pas être trop politique, mais on est lié à la politique. Le Congo en crise et en guerre. Une communication consensuelle, claire, responsable et engagée, tissée autour du patriotisme et de la conscience nationale. 1. Rappel historique sur la problématique des crises et des guerres endémiques. 2. Tragédie congolaise, le Congo, bombe de discorde internationale. 3. Période de crise et de guerre, une communication claire, responsable et engagée dans les processus politiques autour de la conscience nationale. Conférences et débats à caractère pédagogique et patriotique à l'endroit de la jeunesse et pour l'éveil de la conscience politique en vue de défendre les intérêts de la nation face aux velléités expansionnistes, certains de nos voisins cherchant manifestement à se tailler un grand empire au détriment de nos provinces à l'Est. Cet exposé est subdivisé en 3 parties, dont, soyons vraiment pédagogiques, nous allons comprendre quelque chose. Je voulais vraiment vous dire les choses, mais nous traversons un moment très difficile. Mais je vais lâcher les morceaux. Cet exposé est subdivisé en 3 parties, dont rappel historique sur la problématique des crises et des guerres endémiques. Vous avez tout intérêt de savoir pourquoi il y a toujours guerre, 20 ans de guerre. Deuxième partie, tragédie congolaise, le Congo, pomme de discorde internationale. Troisième partie, enfin, période de crise et de guerre, une communication claire, responsable et engagée dans les processus politiques autour de la conscience nationale. Nous avons mis en place une structure dénommée Peuple Souverain, PESO, un bureau d'études, un bureau de réflexion. C'est là où nous avons coulé toute la stratégie liée à la résistance. N'oubliez pas, je suis ceux-là qui ont fait pari avec le professeur Mbata afin de produire une réflexion. Cette réflexion était quoi? Transition sans Kabila. Parce que lorsque Kabila détruit l'ordre constitutionnel, il fallait réfléchir comment obtenir les retours à l'ordre constitutionnel. La Constitution étant le fondement de notre société, le fondement de notre pays. Quand on détruit la Constitution, vous êtes nulle part. Mais quand Kabila détruit la Constitution, il fallait réfléchir. Comment obtenir les retours à l'ordre constitutionnel? Et j'en fais partie, parmi ceux-là qui ont réfléchi. C'est là où nous avons dégagé une approche technique et révolutionnaire, transition sans Kabila. Mais nous ne sommes pas encore là. Rappel historique sur la problématique des crises et des guerres endémiques. Suivez-moi avec appétit. Rappel historique du long calvaire d'un pays privilégié par sa position géographique. Couvrant une superficie de 2 345 000 km et limité par 9 pays voisins, dont au nord la République centrafricaine et le Soudan du Sud, à l'est l'Ouganda, le Rwanda, le Burundi et la Zambie. À l'ouest, c'est l'océan Atlantique, l'enclave de Cabinda et la République du Congo. Au sud, l'Angola, le Congo est situé au cœur de l'Afrique, à cheval sur l'équateur. Si nous avons le temps, je vais vous parler de l'équateur. Il s'étend, un peu de la géographie, il s'étend de 13 degrés 27 minutes de latitude sud à 5 degrés 20 minutes de latitude nord, à 12 degrés 10 minutes, à 30 degrés 15 minutes longitude est. C'est très important. Vous verrez la chute, pourquoi je fais allusion à la géographie. C'est là où je vais vous faire une révélation. Depuis son accession à l'indépendance, le Congo s'enfonce chaque jour qui passe dans une domination étrangère, dont certains de ses voisins agissant par procuration et cherchant manifestement à se tailler un grand empire.
et à se servir la population congolaise qui perd de plus en plus toute emprise sur son destin. À travers une longue histoire, depuis de 20 années de guerre, motivée par des considérations d'ordre stratégique, politique, économique et géostratégique, le Congo, la principale victime, ne doit sa survie qu'au patriotisme sans faille et à la maturité politique de son peuple qui a su affronter le plus grand danger et relever de nombreux défis. Nos ancêtres, rappelez-vous avec la colonisation, mais on a anéanti ces gens-là. Par des décisions occultes, unilatérales, bilatérales ou multilatérales, toujours avec la complicité de certains Congolais, les principaux acteurs de la crise congolaise s'ingénient. Ça, c'est un terme chéri à Henri Bergson. Henri Bergson dit ceci: les besoins rendent l'homme ingénieux. Les besoins rendent l'homme ingénieux. Parce qu'il y a besoin de manger. Il y a une ingéniosité qui va naître. Maman, ça m'a pas 500. N'a pas comme ça, 100 fois tu n'en fous. D'où est venue cette intelligence-là? C'est une ingéniosité. Mais il y a besoin de manger. Donc j'ai voulu juste expliquer cet aspect des choses, cette approche chez Henri Bergson. Donc je reprends. Avec la complicité de certains Congolais, les principaux acteurs de la crise congolaise s'ingénient. Jour et nuit, à amputer par étapes les territoires nationaux pour mieux les dominer et les réduire au silence. Pour ce faire, ils utiliseront les instruments politiques de longue portée et des systèmes connus pour leur élasticité et leur souplesse, permettant une adaptation appropriée aux circonstances imprévues. Faites un effort de me suivre. Les amis, il y a des professeurs qui sont ici, il y a des auteurs qui sont impénétrables. Quand vous lisez Père Hellman, même René Descartes, même Jean-Paul Sartre, tu peux lire de la première à la dernière page sans rien comprendre. Alors, ça nécessite de la concentration de l'esprit. Suivez-moi. Parce que vous m'avez refusé de parler politique, mon texte est masqué. C'est pourquoi la gymnastique liée au jeu de questions-réponses s'avère important. Mais pour que vous arriviez à cette étape-là, vous devez me suivre avec acuité. Enjeu et visée. Les points 1 et 2, je dis que mon expression sera pédagogique. Enjeu et visée, les ressources minières du Congo. Pour mieux comprendre l'enjeu et les visées des tractations diverses, notamment celles se déroulant actuellement à Nairobi au Kenya, sous la coupe de la communauté économique de l'Afrique de l'Est, il n'y a qu'à parcourir la longue liste des entreprises étrangères et des groupes armés opérant sous l'autorité de certaines grandes puissances de ce monde, dont les acteurs principaux intéressés par les ressources minières du Congo, et notamment, je ne citerai pas les noms de ces entreprises. C'est un document qui sera publié, n'est-ce pas? Ceux qui vont acheter, ils vont connaître les noms de ces entreprises. Hein? Des entreprises. Lunden Group, Barrick Gold Corporation, aujourd'hui en deuxième pour la production mondiale de l'or, l'Anglo-American Corporation, AAC, d'Afrique du Sud, la plus importante compagnie minière du monde, abstraction faite des pétroliers. Il existe également des David qui affrontent des Goliaths sur ce terrain congolais en pleine crise. C'est le cas des petites sociétés minières. Autres encore des États-Unis, du Canada, d'Afrique du Sud, du Rwanda, de l'Ouganda, du Kenya, de la Tanzanie, de la Belgique, d'Israël. Je pourrais citer tous ces gens-là. Mais je vous ai gardé les noms des entreprises. Des précautions calculées dès le début pour éviter un croissant étanche qui risquerait de gêner les orientations futures, surtout lorsqu'il s'agira de l'exercice de l'autorité de l'État, si l'ensemble du pays en général et si les provinces de l'Est en particulier. Retenez les concepts, l'autorité de l'État. Parmi les grands axes aussi de la pensée politique de Etienne Tshisekedi. 1.3. Des portions du territoire national livrées aux forces d'occupation. Les amis, à la fin de cette conférence,
vous allez vous rendre compte que vous avez une grande mission à jouer. Vous jeunes aujourd'hui. Une grande mission à jouer. Suivez-moi attentivement. Des portions du territoire national livrées aux forces d'occupation. C'est moi qui suis le président du réseau du secteur minier. Donc je maîtrise la mafia qui se passe dans ce monde-là. Des portions du territoire national ont été livrées aux forces d'occupation, déguisées en entreprises minières étrangères, en groupes armés, en rébellion et en libérateurs. L'AFDEL. Nous sommes venus libérer le Congo. Lukuta, dont le commandement situé hors du territoire national pouvait agir en tout temps sous sa propre responsabilité, en déterminant les zones d'opération et en créant à la fois les conditions et les combinaisons nécessaires. La délimitation devant s'effectuer ultérieurement et au moment propice. Dans cette capitale, suivez mon regard. Les spécialistes se livrent à des découpages par l'intersection des parallèles et des méridiens. Comme ça, au début, je vous ai parlé de la géographie. Les parallèles et les méridiens, quand vous prenez ceux qui découpent les pays, quand ils découpent une partie, ou bien le Sud-Soudan, le Sud du Nord, lorsque vous avez un pays, il faut qu'il y ait des méridiens, des parallèles, vous calculez tout cela, ça se calcule. Confère la géographie. J'étais où? Je disais tantôt, suivez mon regard, les spécialistes se livrent à des découpages par l'intersection des parallèles et des méridiens, occasionnant par là un verrouillage adéquat du pays conquis, préfigurant l'empire Imatuchi. Quand on parle de l'empire Imatuchi, les gens en parlent sans en avoir l'information. Moi, j'en ai l'information. C'est cette information-là que je vais vous donner, vous jeunes, pour que demain vous puissiez conquérir notre pays. Les armées d'occupation n'auront qu'à s'introduire pour manipuler et créer des failles dans les ethnies et les tribus et fomenter les divisions, par exemple, entre l'Hindou et Emma, pour pérenniser l'occupation. Ajoutez à cela des aventuriers locaux, improvisés politiciens, à la solde des groupements occultes, des marchands d'armes, des trafiquants, des explorateurs. Vous avez suivi Mbosso pour dire que parmi vous députés, il y a ceux-là qui collaborent, n'est-ce pas, avec les groupes armés, n'est-ce pas? Moi, je les appelle les petits politiciens. 1.4. Aréopage. Ça, c'est un terme purement grec. Aréopage international pour des grands enjeux stratégiques mondiaux. Suivez-moi. Bref, tout un aéropage au service de la science d'occupation pour lequel il ne reculera devant aucune besogne, on relève à ces propos la ruse politique, la diplomatie, l'art militaire, la persuasion. Pour ceux qui ont fait l'Est du pays, excusez-moi, les Tutsis naissent avec la ruse. Une fille Tutsi, un garçon Tutsi, dès le bas âge, on lui apprend la ruse. En première licence, nous avons débattu sur la ruse. Comment définir la ruse? C'est les mensonges, c'est l'intelligence, c'est une intelligence qui va au-delà. Là, chacun de nous, nous allons en débattre. La persuasion, celui-ci c'est mon frère. La corruption, l'infiltration des institutions nationales. Vous avez appris, l'actuel ambassadeur du Rwanda en France, il a eu à gérer nos institutions ici, les entreprises. Ça, c'est une information. La pénétration pacifique. Vous apprenez cela. Il y a nos frères qui sont flexibles chez les femmes rwandaises. Ça, c'est une pénétration pacifique. Il y a Bizouka, la création d'une armée nationale, multinationale, infiltrée par un personnel militaire étranger, par des mécanismes de brassage, de mixage. L'hypocrisie et des intrigues et tant d'autres choses. Nous connaissons ce qui se passe là. Le soir, il est ici, il est rwandais. Quand il rentre là-bas,
Quand il est ici, il est congolais. Quand il est de l'autre côté, il est rwandais. Toute cette machine déstabilisatrice du Congo a été forgée comme un instrument destiné à exécuter dans notre pays la volonté de domination économique des financiers et surtout s'assouvir au Congo les desseins des sociétés américaines et autres occidentales dont les dirigeants participent aux grands enjeux stratégiques mondiaux qui relèvent de la science, de la technologie, des finances, des industries ou de la politique. Vous voyez les amis, la politique est partout. Deuxième partie, tragédie congolaise, le Congo, pomme de discorde internationale. Dans la première partie, les langages un peu masqués, les moments sont dits, mais par des jeux de questions, nous allons éclairer, n'est-ce pas, l'approche sémantique et épistémologique. Tragédie congolaise, le Congo, pomme de discorde internationale. Suivez les amis. Ces histoires, ça ne demande pas d'être diplomate ou journaliste, ça fait partie de la connaissance citoyenne. Tout citoyen est appelé à avoir l'information de son pays. Grande multinationale, contrôle de l'État congolais et nouvel ordre politique dans la région du Grand Lac. C'est là où il y a les secrets. Suivez-moi. Ce qui note, hein? Point 2.1, grande multinationale, contrôle de l'État congolais et nouvel ordre politique dans la région des Grands Lacs. Donc, de ce côté-là. Fort de leurs énormes capitaux, ces grandes multinationales ont amorcé une lente et savante mutation dont la maturité correspond à la fois à l'imposition de leurs lois au gouvernement de notre pays, les contrôles de l'État congolais et aussi et surtout à nourrir désormais l'ambition de fonder un nouveau ordre politique dans la région des Grands Lacs, avec pour composantes majeures les provinces congolaises de l'Est, dont le Sud, le Nord Kivu et l'Ituri, en procédant à la création de nouvelles entités étatiques, dont l'Empire Imatuchi, sous couvert de l'adhésion de notre pays à la communauté économique de l'Afrique de l'Est, qui serait leur propre émanation et fonctionnerait comme un de leurs organes. Le jour où le Parlement signe, n'est-ce pas, ou ratifie notre adhésion, n'est-ce pas, dans la communauté d'Afrique des pays de l'Est. Je voulais signaler à l'honorable qu'il reste 2 minutes. 2 minutes. Je peux demander une faveur. Accordez-moi une faveur parce que je me suis présenté à temps. Vous avez 3 minutes alors. Je ne saurais pas terminer avec les 3 parce que je dois chuter. Il me reste 6 pages. Bon, je vais rapidement. Non, pas 5 pages. Il me reste 5 pages. Je vais rapidement alors. Donc vous avez 3 minutes. Faites en sorte que vous puissiez commencer ces 6 pages. Dans 3 minutes, vous comprenez le deuxième intervention. Tu peux m'accorder 10 minutes, s'il vous plaît. Non, 10 minutes parce que la thématique, la réponse à la thématique, c'est pratiquement la cause. Pardonnez-moi. Ça va débuter à la deuxième partie. Ça va, je vais rapidement. Fort de leurs énormes capitaux, ces grandes multinationales ont amorcé une lente et savante mutation dont la maturité correspond à l'imposition de leurs lois au gouvernement de notre pays. Les compteurs de l'État congolais. Ça va, je vais à la fin. C'est regrettable en tout cas. Vraiment, c'est regrettable. Je vais à la fin. Quelle communication pendant cette période de guerre et de crise où se joue l'avenir de notre pays, une communication consensuelle, claire, responsable et engagée, tissée autour de l'invitation à renouer avec la voie des lumières, du patriotisme et de la conscience nationale. Je viens rapidement. Quelle communication pendant cette période de crise et de guerre où se joue l'avenir de notre pays? Daniel Safou répond. Un consensus national pour l'existence même du Congo. Une invitation à renouer avec la voie des lumières tracée par les pères de l'indépendance. Face au gâchis pour l'Afrique et pour le Congo, ainsi que les dommages provoqués par l'État fantôme et la sélection à rebours
au mépris, j'allais vous expliquer ce que moi j'appelle par les temps fantômes. D'un demi-siècle. Cher honorable, si vous pouvez mettre une pause, on prend le deuxième intervenant, comme ça le reste, vous pourrez... L'ami, excusez-moi. Je crois que je n'ai pas encore présenté la conférence. Je suis à la conclusion, je réponds à la préoccupation. Aidez-moi, pardon. Je reviens. Face au gâchis, je viens le point 1, donc je réponds directement à la préoccupation. Renouer avec la vision d'où est née la volonté de libération et d'indépendance. Point 2. Reprendre la lutte là où elle a été interrompue en conciliant notre peuple avec l'idéologie nationale. Point 3. C'est réinvestir dans la grande aventure humaine pour verser dans le patrimoine culturel commun de l'humanité son savoir-faire, son savoir-être. Nous les Congolais, ce n'est pas notre savoir-être, notre savoir-être. Qu'est-ce que nous apportons à l'humanité? C'est réinvestir du sens de l'engagement et du courage qui ont permis au peuple d'Afrique de triompher des agressions les plus violentes et les plus longues de l'espace humain grâce à leurs immenses ressources spirituelles. Et parce qu'on m'exige d'être bref, j'aimerais être bref en un mot. À l'heure actuelle, on peut avoir à l'heure actuelle, c'est la construction, n'est-ce pas, de la nation. La construction de la nation. Ce qui se passe à l'Est, les Mororo, les Rwandais, les M23, le nom dit c'est quoi? On ne veut pas que nous soyons une nation. On ne veut pas que le Congo soit un État-nation. Pour que nous soyons un État, nous devons avoir le contrôle, n'est-ce pas, de nos terres. Est-ce que nous avons le contrôle de nos terres? De l'autre côté, vous avez les Mororo. Vous allez vers la Zambie. On veut nous prendre la partie de Tanganyika. Vous allez à l'est du pays. Donc, il y a des territoires qu'on ne sait pas gérer, qu'on ne sait pas mettre nos pieds. Donc, en un mot, ce qu'on peut retenir, faute du temps, pendant cette période, on doit avoir une communication élaborée. Élaborée par ceux qui nous dirigent, une communication qui n'aura qu'un seul objectif, la construction de l'État-nation. Okay. Pendant cette période, qu'on construise la nation. Mais les amis, pourquoi vous m'avez invité? Pourquoi vous m'avez invité? Vous voulez me présenter un idiot, un incapable? Pourquoi vous m'avez invité? Laissez-moi conclure. Tout ce, vous savez, les amis, attendez, pardon. Les amis, non, ne me faut pas ça tenter. Les amis, lorsqu'on invite quelqu'un à une conférence de presse, on élabore un texte. J'ai élaboré un texte de 14 pages. Ça ne peut pas nous prendre 20 minutes. La notion du temps, c'est aussi un facteur du développement. Et aujourd'hui, dans notre pays, partout où vous irez, vous verrez, on a perdu la notion du temps. Je vous demande, je demande aux organisateurs, je vous ai respecté. Je me suis présenté avant tout le monde. Ne fût-ce que par ça, accordez-moi quelques minutes et puis je vais conclure. Vous avez raté une partie essentielle, les multinationales. Ces monstres-là sans quai. Si je pose la question, j'ai ici, quel est le siège des multinationales? Ils sont où? Leur siège social et administratif, personne ne connaît. Mais c'est eux qui dirigent le monde. C'est cette partie-là qu'on vous a refusée. Mais allons droit, n'est-ce pas, à la conclusion. Pendant cette période où le pays est menacé, nous devons avoir une communication appropriée. Constatez ce qui se passe. Tantôt, le porte-parole du gouvernement dit autre chose. La présidence dit autre chose. Ceux qui vont marcher, la Mouka, du côté des Fayoul, on dit aussi autre chose. Ça veut dire qu'il y a pluralité d'informations. Or, l'information, à l'heure actuelle, a une grande importance. Poutine est tenté de frapper l'Ukraine là-bas, mais la France arrange la communication pour dire que non, il y a des batteries, il y a ceci, l'Ukraine est tentée de résister. Donc, pendant cette période, nous n'avons qu'une seule approche technique liée à l'information, c'est-à-dire la cohésion nationale. Doubler la construction, n'est-ce pas, de la nation. Les amis, excusez-moi, les gens refusent qu'on parle politique. Le Congo n'est pas une nation. Nous reviendrons dans les débats. Le Congo n'est pas une nation. Nous ne sommes pas un État-nation. C'est la mission que vous avez chacun de vous ici, les jeunes d'aujourd'hui et de demain.
Nous avons la mission, c'est de construire, n'est-ce pas, la nation. Et la communication liée pendant cette période, c'est une communication orientée vers la construction de l'État-nation. Lorsque les M23 nous attaquent par le biais du Rwanda, qu'est-ce qui est sous-entendu? C'est la destruction, n'est-ce pas, du pays en tant que nation. Mais nous, maintenant, à notre tour, que tu sois du PPRD, de l'IDPS, ici, il n'y a plus de couleurs politiques. C'est un éveil lié, n'est-ce pas, à la citoyenneté. Ce sont les citoyens qui sont les propriétaires du pays. Le pays n'appartient pas aux députés. Le pays n'appartient pas au ministre. Le pays n'appartient pas au président de la République parce qu'il est tenu au mandat. Le pays appartient aux citoyens. Les citoyens sont immuables et éternels. C'est eux qui sont les propriétaires du pays. Alors, par ricochet, pendant cette période, les citoyens doivent avoir un seul langage. Un seul langage. Les citoyens doivent avoir une seule préoccupation. Laquelle? Le souci de construire la nation. Le souci de défendre la nation. Il faut qu'on arrive à construire la nation. La nation a toujours été construite. Mais chez nous aujourd'hui, il y a 20 ans de guerre, on a détruit le Congo. J'allais vous parler de l'AFDEL, qui aujourd'hui, quand les gens passent à la télévision, il y a même ceux qui vont plus loin pour dire que non, Kabila coûte bien, il fallait coûter Kabila, mais c'est grave. C'est manquer de l'information. Qui ont créé l'AFDEL? Ce sont les multinationales. Je cite. Qui ont créé l'AFDEL? Ce sont les multinationales. Il y a Laurent Désiré Kabila, Tatara Nambongo, il y a Osoma Mindou Gina Baboti. Ce sont les multinationales qui ont créé l'AFDEL. Dans quel souci? Dans le souci de prendre la partie l'est du pays, ce qu'ils appellent l'empire Imatuchi. Nous allons revenir à la question-réponse. Les amis, excusez-moi. Vous m'avez fait du bien avec vos applaudissements. Mais prochainement, une conférence scientifique ne s'opère pas de cette manière. Il y a des aspects purement scientifiques, d'autres épistémologiques qu'on exploite, n'est-ce pas, dans une conférence. Quand vous parlez de la deuxième partie, ils vont me poser des questions par rapport à quoi. Mais toujours est-il que c'est un document que nous allons publier. Mais en un mot, retenez que le Congo est victime, n'est-ce pas, des multinationales. Cette partie-là, je ne l'ai pas expliquée. Quand vous allez revenir avec des questions, des jeux de questions-réponses, je vais revenir là-dessus. Prochainement, invitez-moi, donnez-moi du temps. Je vais vous donner certaines révélations liées à l'évolution normale de notre pays. J'ai dit, je vous remercie. Par reconnaissance à vous tous qui vous étiez déplacés ce matin, au fond de mon cœur, je voudrais vous exprimer ma gratitude et mon présent. Et grâce à vous que nous sommes là, nous serons là grâce à vous. Merci encore une fois parce que vous avez fait preuve d'un sens nationalisme et patriotisme. Non, je ne viendrai pas de cette manière. Et au-delà de ça, seul le pays nous caractérise et nous apaise. Et au sortir d'ici, nous espérons que chacun de nous retiendra quelque chose d'important. Je vais faire un effort de ne pas avoir 25 minutes. À défaut, 20. Ça me suffira. Je vais parler du cadre théorique et conceptuel. La balise terminologique des concepts clés de la conférence d'aujourd'hui. Nous ne pouvons pas organiser une conférence si les concepts ne sont pas définis. Et je suis heureux, ce matin, je suis dans la faculté du journalisme, donc de la communication. Et c'est vous qui êtes les premiers bénéficiaires de cette conférence parce qu'il y a les nouvelles définitions que nous allons accorder à notre thématique d'aujourd'hui. D'abord, nous allons tenter de définir la communication. 2, nous allons tenter de définir la crise. Et 3, nous allons définir la communication des crises en tas de guerre. Et nous allons proposer des solutions, nous allons nous limiter par là. La communication, il est vrai, à l'université, on nous enseigne la communication, la manière de rendre l'information, ce qui est tout à fait révolu. Cette définition a été bannie. Ça n'existe plus. Il y a une définition mise à jour
que les institutions de la République doivent avoir, pour commencer, parce que lorsqu'il y a même un porte-parole, un chargé de communication, il faut qu'il sache la définition de la communication, avant même de la rendre. En résumé, la communication est le processus de la matérialisation. La crise, il est vrai que par plusieurs auteurs ont défini la crise comme tout événement non maîtrisé. Ça, c'est en géostratégie. Situation ou mouvement non maîtrisé. Mais il y a une nouvelle définition de la géostratégie qui définit la crise au regard de la vitesse de confrontation du monde. Crise comme bouleversement ou changement de tout acte, en bien comme en mal. Donc nous étions dans une situation de paix. Du moment où nous allons dans une situation de guerre, nous sommes dans une crise. Vous êtes dans une relation amoureuse. Le jour où votre tendre fiancé ou votre époux vous dit qu'il ne peut plus vous répondre au téléphone, vous êtes en crise. Mais le plus grand problème, ce n'est pas d'être en crise. Le problème, c'est de savoir comment il faut s'en sortir dans une crise. La situation de crise n'est pas qu'étatique ou para-étatique. La situation de crise est aussi interpersonnelle. Vous avez l'obligation, vous, d'avoir les stratégies qu'il faut adopter pour vous en sortir en temps de guerre dans vos familles. C'est ce qui vous fera expert lorsque vous aurez des responsabilités de l'État. Si vous n'avez aucune idée, vous-même d'abord, ici comme scientifique, de comment vous devez vous en sortir dans une crise, vous n'aurez aucune idée à proposer sur quiconque qui se retrouve dans une crise. Je ne sais pas si nous sommes d'accord. Alors, je vais vous proposer 3 éléments caractéristiques qui définissent une crise, pour savoir que nous sommes dans une crise. Le premier élément, c'est l'organisation de la crise. Quand vous êtes dans une crise, vous devez savoir comment cette crise est organisée. L'État, en temps de crise, il faut que l'État sache cette crise est organisée de quelle manière. Vous avez des conflits en famille, vous avez des conflits amicaux. La première question que vous posez, c'est de savoir comment cette crise est organisée. Première question. Deuxième question, la typologie des messages qu'il faut utiliser en temps de crise. Vous avez un ami qui ne veut plus de vous, vous avez un membre de famille qui entre dans une confrontation avec vous. Quel est le message que vous adoptez en cette période? 1. Si vous êtes dans une posture de persister dans une crise ou de résoudre la crise. Parce que la résolution de la crise, comme la continuité de la crise, dépend du message que vous adoptez. Si l'État n'a pas un message capable à adopter en période de crise, c'est lui-même qui définit soit que la crise persiste ou que la crise finisse. Il faut la mise en place d'un dispositif. Il faut mettre en place une politique réelle qui vous aide, vous, à vous sécuriser en temps de crise. Tout ce que j'ai dit ici, faites sa référence à l'État en termes de propositions, c'est que l'État devrait faire, parce que l'auditoire n'est pas politique. Un plan de gestion des crises. Il faut que vous, en tant que scientifique, le jour où on vous invite, on vous invite pour venir proposer des solutions sur une crise, ayez un plan. Vous élaborez un plan que vous proposez pour que résolution soit faite. Dans le contexte actuel, parce que je vais maintenant revenir dans le contexte de la République démocratique du Congo, nous sommes en temps de crise, mais cette crise n'est pas définie. C'est l'État qui devrait dire aux Congolais sur 3 types de crises que connaissent le monde, nous sommes dans quel type de crise? Est-ce que d'abord nous sommes d'accord dans cet auditoire que nous sommes en période de crise? Mais quel type de crise?
Le professeur Jean Bosco Mamba Wanguindu définit ou symbolise 3 types de conflits qu'on appelle crises, parce que ça dépend des écoles de relations internationales. D'autres appellent crise, d'autres appellent conflit, d'autres appellent guerre. Ça dépend des écoles. Premier conflit, c'est le conflit des pouvoirs. Est-ce que l'État congolais, nous pouvons dire aujourd'hui que nous sommes dans un conflit des pouvoirs? C'est quoi un conflit des pouvoirs? C'est lorsque les entités sont dans une situation de confrontation pour obtenir un pouvoir. Je prends le cas de Lamouka et Igno Sacré. Ça, c'est une crise des pouvoirs. Deuxième type de crise que je vais vous proposer rapidement ici, c'est les conflits, dans d'autres écoles, les conflits territoriaux dont nous nous retrouvons ce jour. Le Congo est dans un conflit territorial. Si on vous pose la question, nous sommes dans quel type de conflit ou de crise aujourd'hui? C'est une crise ou un conflit territorial. Pourquoi? Parce qu'il s'agit de l'occupation. Il y a un État, il s'agit de 2 États qui entrent en prisme. Le professeur Mamba Wanguindu dit, lorsque 2 États entrent en conflit, et un conflit qui porte sur 1. L'occupation territoriale, 2. L'infiltration. Une partie, tous les jours, on apprend qu'une partie de notre territoire national à l'Est est occupée. Ça, c'est un conflit territorial. Le dernier conflit, rapidement pour terminer, c'est un conflit minoritaire, entre ethnies. On va vous apprendre, entre ethnies de 2 États congolais, il y a soulèvement. Mais dans les cas d'espèce, en tant que scientifique, vous devez retenir que nous sommes dans un conflit territorial. Il faut une petite analyse référentielle et systémique de l'organisation de l'État. Pour qu'un État soit en mesure de résister face à un conflit, la première question, c'est d'abord sa considération juridique. La considération juridique d'un État repose, 1. sur la reconnaissance que les organisations internationales optent sur cet État, en répondant bien entendu au principe de la trilogie de l'État, que vous connaissez tous, qu'on n'a pas la prétention d'apprendre. Vous devez avoir les sols, vous devez avoir l'administration dans le gouvernement, vous devez avoir le sol, le peuple et la considération, la reconnaissance juridique internationale. Donc nous, en tant qu'État congolais, nous avions répondu à ces principes, que nous sommes un État sur le plan de la considération juridique internationale. Lorsque les États veulent voter, on appelle ça les droits de vote. L'État congolais va voter en tant qu'État à part entière, que la France, que les États-Unis. Mais là où il y a difficulté de l'État, c'est au niveau de la politique internationale de l'État. Il y a 2 dimensions qu'il faut retenir ici. Vous pouvez être un État reconnu juridiquement, mais vous êtes impuissant. Quiconque peut vous massacrer. Quiconque peut monter sur vous. On apprend qu'il y a des Banyamulenge, les Rwandais qui vont saccager les malades dans les hôpitaux congolais. Mais le Rwanda est un État, le Congo est un État, mais le Rwanda peut abuser de l'État congolais au nom de la politique internationale. La politique internationale repose sur la puissance des États. Et 4 éléments rapidement pour terminer, qui peuvent définir un État puissant: l'économie, l'organisation de l'économie, l'armée, la diplomatie et le renseignement. Tout ce que nous posons ici, poser la question, notre État congolais a défini quel type de renseignement, quel type d'armée, quel type de diplomatie. Il y a un problème pour notre pays. Le premier problème repose sur la définition de 2 concepts clés de relations internationales. Pour qu'il y ait la communication en temps de crise, la première des choses, il faut savoir si nous sommes inscrits dans une logique de la communauté internationale ou de la société internationale. C'est très important. L'État congolais jusqu'aujourd'hui est incapable de savoir, nous sommes dans une logique de communauté internationale ou de société internationale. La communauté internationale, c'est quoi? C'est la ratification de bases juridiques internationales. Charte des Nations Unies, charte de l'Union africaine. Tous les actes que nous avions ratifiés ont fait de nous les vivre ensemble, les vivre dans la communauté.
Mais nous vivons dans la communauté, les conseils de sécurité nationale, les statuts ou la charte des Nations Unies interdit que dans l'espace ratifié par la charte, il ne peut pas y avoir de guerre, d'agression. Nous sommes sécurisés par la charte des Nations Unies. Mais entre-temps, la charte des Nations Unies est en place, nous sommes agressés. Qui comprend quelque chose? Nous contribuons pour l'organisation et le fonctionnement des Nations Unies. L'État congolais débourse de l'argent pour nous sécuriser. Pour preuve, on nous a envoyé la MONUSCO Fantomas. Mais comment vous pouvez comprendre que nous contribuons de l'argent pour notre sécurité, mais nous sommes agressés? Cette communauté internationale dont nous sommes membres est indifférente. Vous savez pourquoi? Il y a une révélation que je vous fais tout de suite. Parce que les États s'inscrivent d'abord dans le principe de la société internationale. L'intérêt des États, d'abord. Tu touches à un Américain, tu touches aux États-Unis d'Amérique, on ne regardera même pas la charte des Nations Unies. On va te tuer. Tu touches à un Français, on s'élève pour preuve. Tous les États qui sont en guerre, même la Russie, même l'Ukraine, ont ratifié la charte des Nations Unies. Mais le jour où la Russie a été touchée, Poutine n'a fait recours à aucune base juridique internationale. Parce que le droit international est une fiction. C'est un droit des faibles. Non, nous attendons la communauté internationale venir nous aider. Non, non, aucun État puissant ne compte sur la communauté internationale. Or, la notion de la société internationale, c'est la confrontation de puissances et la capacité de résistance. Il faut que l'État soit en mesure de nous rassurer ce que nous sommes capables de résister. À travers quels moyens? Le premier moyen de l'État pour résister, c'est la nouvelle technologie. Quel est l'armement à jour utilisé par l'État congolais et quelle est la politique qui a été mise en place pour identifier l'arme qu'utilisent les Rwandais? Il faut que nous puissions arriver à savoir, nous avons par exemple bombe micro, ça c'est un cas que je vous donne, mais mon adversaire honorable Daniel Safou a bombe stylo. Je vais au-delà de sa munition. Il faut que je sache là quel stylo pour que moi j'utilise quel stylo pour le détruire. Cette politique n'est pas faite dans notre pays. Nous sommes en train de tâtonner. Pour preuve, c'est difficile de nous en sortir, bien que nous le souhaitons. En conclusion, si aujourd'hui la République démocratique du Congo choisit la communauté internationale, parce que nous sommes faibles, mais aucun État n'est puissant. La puissance devient. Vous pouvez vous construire. Quand est-ce qu'on devient puissant dans votre sens d'organisation? Organiser les trains de vie. Le chef de l'État, 4 véhicules de suite. Un député national, un salaire de 1 500 $. Un ministre, un salaire de 13 000 $. Un président de la République, un salaire de 13 000 $. Et l'argent là-dessus, vous mettez dans l'organisation de l'État. En ce moment, vous êtes un État puissant. Vous ne pouvez pas être un État puissant si vous-même, d'abord, vous n'avez aucune idée sur votre budget. 3 chiffres. Le président parle de 11 milliards, le gouvernement parle de 10 milliards, le Parlement parle de 8 milliards. Donc le budget n'est pas connu. Heureusement, à la fin, honorable Daniel Sap nous fera une idée sur le budget voté par la République démocratique du Congo. C'est la symbolique de l'économie de la RDC, d'un État. La typologie d'amitié, je vais terminer. Quand est-ce que nous devons décider d'être amis à un autre État pour nous aider? Patrick Charodeau définit 3 types d'amitié. Je ne saurais pas vous développer ça. L'amitié ontologique, territoriale et stratégique. Pour que l'État congolais arrive à s'en sortir dans cette situation, il faut choisir des bons amis puissants, sur base de critères. Et la communication que nous devons avoir en cette période doit être une communication de relais informatifs. Pas de création. Aucun journaliste n'a le droit de créer une communication en cette période. Il faut que le gouvernement élabore une communication qu'on donne aux journalistes pour relayer, pour éviter d'entrer dans ce qu'on appelle les secrets de défense. Et s'il y a quelqu'un qui pense que nous, journalistes, ou vous, experts, devez élaborer la communication, vous tomberez dans les conflits. Vous avez l'obligation de faire un effort, de proposer au gouvernement les mécanismes de communication qu'on va nous donner pour que nous puissions relayer. Et cet exposé de quelques minutes était pour vous faire voir qu'est-ce que nous devons faire pour devenir un État puissant. Je vous remercie.
Alors, honorable Daniel Bao, vous avez plus parlé de la société multinationale. Honorable Daniel Bao, vous avez tellement parlé de sociétés multinationales. Vous avez d'ailleurs affirmé que les sociétés multinationales n'ont pas de siège. Alors que les sociétés multinationales ont certainement des sièges. Parce que les sièges des sociétés multinationales, ce sont des nationalités que ces sociétés-là apportent. C'est-à-dire là où elles ont été créées, alors que vous avez affirmé que les sociétés multinationales n'ont pas de siège. Alors, puisqu'il c'était question de parler de la communication à l'ère de l'insécurité, je me suis posé la question, honorable, quelle est la thèse de votre thèse? Vous avez plus parlé de conflit. Vous avez affirmé que nous sommes dans un conflit territorial. Alors que dans la typologie des conflits en relation internationale, nous les regroupons en catégories. Nous avons des conflits à la forme. Sur le plan forme, nous avons des conflits armés, non armés. Sur le plan de l'espace, nous avons des conflits internes et internationaux. Sur le plan des domaines, nous avons des conflits économiques, juridiques, politiques, etc. D'où vous classez votre type de conflit que vous avez appelé conflit territorial. Merci beaucoup. Il faut qu'il y ait conflit pour qu'il y ait agression. Donc, quand vous parlez il y a plusieurs formes et plusieurs types de guerres, d'agressions qui sont définis par plusieurs auteurs au niveau international, qu'on ne saura pas exposer ici. Mais c'est au gouvernement de la République de nous dire cette période que nous traversons, c'est quel type de période. Si c'est un conflit, le conflit est certifié, nous et les Rwandais, il y a crise, il y a une situation de conflit. Mais la période que traverse la RDC, c'est une période de guerre, d'urgence ou de siège, pour que nous puissions résoudre cette question de conflit. Un État qui est en conflit ne peut pas rester dans une situation habituelle, prétendant résoudre la crise. Il faut qu'il y ait des mesures restrictives définies par l'État à travers une ordonnance, soit proclamant l'état de siège, l'état de guerre, l'état d'urgence, qui sont les moments d'exceptionnalité constitutionnelle qui donnent pouvoir à l'État d'user de ses puissances régaliennes pour affronter un État. Ça devrait être organisé au niveau de l'État. Mais comme ce n'est pas organisé, ce n'est pas non plus à moi de l'organiser parce que je n'ai pas de pouvoir. Il y a une question qui m'a été posée de savoir ce qu'il faut faire pour pallier à la situation de l'Est. C'est ça, non? Oui, c'est ça. Alors, il n'y a que deux solutions. Identification du problème. Le problème n'est pas identifié. Des deux, il faut que l'État se définisse et définisse sa capacité de résister. Jusqu'aujourd'hui, nous ne savons pas quels sont les moyens mis en place, quelle est la politique d'abord réelle. Parce qu'il faut qu'il y ait une politique qu'on applique en temps de guerre. On entre au pouvoir avec ce qu'on appelle les programmes. Le jour où il y a un problème, ce n'est pas faire recours à X ou Y, c'est faire recours à son programme qui a prévu toutes les situations. Vous faites recours à votre programme, vous regardez, qu'est-ce que j'avais écrit lorsque le Congo sera en guerre. Vous usez de ces moyens-là. Mais si vous n'avez rien écrit dans votre programme, mon ami, que voulez-vous que nous disions? Alors, il y a une question qui a été ici dit, quel type de crise nous sommes aujourd'hui. En principe, parmi les crises les plus récurrentes en Afrique, il y a d'abord une crise transversale, une crise multilatérale, une crise à géométrie variable. Ce sont des concepts qui sont définis par les relations internationales. Mais aujourd'hui, nous sommes dans une crise bilatérale, mais qui n'est pas identifiée, parce qu'il faut que l'État définisse. C'est quoi la crise bilatérale? Et bilatérale, ce sont des États qui entrent en confrontation et qui entrent en guerre. Mais derrière le Rwanda, il y a ce qu'on appelle les acteurs à valence hégémonique. La France, les États-Unis, qui ne sont pas identifiés. C'est à l'État congolais de les démasquer. Mais si nous n'arrivons pas à les démasquer, nous allons continuer à nous battre avec les Rwandais, alors que le Rwanda n'est qu'un acteur pivot géopolitique qu'on a utilisé, qui n'est pas puissant, qui n'est pas fort, mais qu'on donne le moyen, qu'on donne la puissance pour nous affronter. Nous devons nous battre avec les plus puissants, ne nous battons pas avec les petits Rwandais.
soyons capables de résister aujourd'hui face aux grandes puissances derrière les Rwandais. Si nous ne sommes pas encore en mesure, ils ont alors de la diplomatie, alors la vraie. Parce qu'il y a deux moyens de résoudre les conflits en relations internationales, soit par la guerre, soit par la diplomatie. Choisissons. Quand mon frère dit on doit identifier les problèmes et qu'on sort, moi, mon humble avis, il n'y a qu'une solution pour résoudre les problèmes. En premier lieu, on doit avoir une armée nationale. Nous n'avons pas une armée nationale, nous avons une armée multinationale. Au sein de notre armée, vous trouverez les Ougandais, les Tanzaniens, les Rwandais, Zahir, capitaine Zahir. Si on veut remonter généalogie, on se retrouve. Donc, il nous faut une construction, nous devons arriver à construire une armée nationale. Il y a un penseur grec, Socrate, il dit ceci: si l'homme fait le mal parce qu'il ne connaît pas les biens, le jour connaîtra les biens, il le fera nécessairement. Moi, je crois que nous, Congolais, nous devons être formés. Pourquoi on nous agresse? Les problèmes se situent à quel niveau? C'était ça d'ailleurs l'objet de mon exposé. Vous, jeunes, vous devez comprendre. Pourquoi ces gens-là nous agressent? Pourquoi? Ce sont des intérêts purement économiques. Le Congo, ça, c'est un pays extraordinaire. Nous avons tout. Nous avons tout dans ce pays. Et aujourd'hui, avec la technologie actuelle, le Congo est lié. Avec la technologie actuelle, le Congo est lié. Aujourd'hui, on parle, n'est-ce pas, du changement climatique. Le Congo, c'est le pays solution. Mais si nous-mêmes nous ne savons pas, nous possédons quel type de pays? Est-ce que nous serons en mesure de défendre notre pays? Il faut d'abord que nous soyons informés sur ce qui se passe, n'est-ce pas, dans notre pays. Je reviens à l'ami qui a parlé de... qui m'a posé la... En fait, ce n'est pas une question. Ce n'est pas une question. Tu as apporté quelque chose. Ce n'est pas une question. Quand vous parlez de multinationales, les multinationales, ce sont des grandes sociétés, des méga sociétés qui fonctionnent dans l'idéal d'acquérir des milliers de bénéfices. Des grandes sociétés, ils sont dans tous les domaines de la vie. Ils sont dans le secteur minier, ils sont dans l'industrie, ils sont même dans la politique. Donc on a du mal à identifier les multinationales par rapport à leur opérationnalité. Donc l'adresse dont il s'agit, pas, non, Golding Corporation, ils sont ici à Lubumbashi. Ce n'est pas cette adresse-là que je parle. Pour cette telle société, ils ont les représentants ici au Congo. Non, là c'est du bluff. Donc là, nous ne savons pas situer leur fonctionnement, leur opérationnalité et quel type de bénéfices, leurs bénéfices. Je prends les cas. Ce sont les multinationales qui créent l'AFDEL. Qu'on ne vous trompe pas. Et l'AFDEL se présente à Libérateur. Il se présente comme ça. Tantôt c'est un groupe armé, tantôt c'est une industrie minière, tantôt, mais l'objectif n'est pas identifiable. Le mode d'opération n'est plus non plus identifiable. Peut-être par l'abscisse lingue dont je fais allusion, n'est-ce pas, à l'adresse. Donc, quand les multinationales créent une structure, c'est par rapport à leurs dividendes. Et les multinationales, je l'ai dit dans mon exposé, ils sont sans morale, ni loi. Quand on viole nos mamans à l'est du pays, la personne se dit, il peut te tuer l'essentiel, qu'il soit en mesure d'extraire de l'or. Si toi tu es assis, saisi cet or-là, on va te couper la tête. Lui, son objectif, ce sont des intérêts. Ces multinationales-là, on ne sait pas les identifier. Ils sont américains, ils sont chinois, ils sont rwandais. Je vous dis aujourd'hui, par exemple, avec les nouvelles approches scientifiques, le Congo a un grand rôle à jouer, la fabrication des batteries. Parce que les moteurs en explosion ne tiennent plus. Maintenant, il faut des batteries en électrique. Mais c'est le Congo qui a la matière. Vous croyez qu'ils vont passer par le gouvernement ou par la présidence? S'ils veulent extraire la matière, devant leur permettre de fabriquer des batteries en électrique, ils vont faire la guerre.
Mais si nous-mêmes, Congolais, devons savoir, voilà ce que nous possédons. Demain, on va nous faire la guerre parce que nous possédons de l'eau. L'eau que vous voyez là. L'eau que vous voyez là aujourd'hui, le monde entier a besoin d'eau. Mais si nous ne savons pas que nous avons l'eau, devons protéger cette eau, devons la mettre en valeur, les uns et les autres vont nous récupérer cela. Dans ce sens-là, je parle des multinationales. L'ami a posé la question, les David et les Goliath. Les David et les Goliath, là, je voulais dire ceci. Quand vous allez, n'est-ce pas, à l'est du pays, vous trouverez des grandes sociétés de multinationales exploitant, n'est-ce pas, les coins. Mais les petites sociétés comme, vous trouverez les Rwandais, le Djuf, certains individus construisent aussi leur société, mais qui n'est pas à la taille, n'est-ce pas, des multinationales. Ils tirent les dividendes. Vous avez vu dernièrement, les Rwandais tentaient de construire l'industrie, n'est-ce pas, au Rwanda, c'est ce que j'appelle les petits Goliaths. Mais les grands Goliaths, ils sont ailleurs. Ils sont français, ils sont russes, ils sont américains. Mais les petits Goliaths, j'ai fait allusion à l'Ouganda, au Rwanda et à Burundi. Ils profitent, n'est-ce pas, de nos ressources minières. Je reviens, il y a encore une autre question. Vous avez parlé du budget. Vous me refusez de parler politique. Les amis, ce n'est pas un budget comme tel. C'est ce qu'on appelle des provisions budgétaires. Vous estimez que cette année, on peut mobiliser autant de recettes. Mais souvent chez nous, c'est la rise. Nous n'avons jamais atteint, n'est-ce pas, les prévisions budgétaires telles que nous les votons. Nous nous disons, 2023, nous estimons avec les besoins, il faut de l'infrastructure, il faut aménager de l'électricité, mais dans une approche technique, DGI peut produire, tel secteur peut produire, alors on peut projeter un budget de 20 milliards. Mais souvent, on n'arrive pas. Il y a une certaine incapacité dans la mobilisation des recettes. Donc nous sommes un pays, n'est-ce pas, des paresseux, des inaptes, ça je vous dis, dans tous les domaines de la vie. On a du mal à mobiliser les recettes. Bon, la dernière préoccupation, je crois que c'est ça, il n'y a pas eu grand-chose. Je crois que j'ai répondu. Tant soit fait. Alors, juste deux petites questions. Une à l'honorable Daniel Safou et l'autre au recteur de France. Alors, honorable, je vous ai suivi avec attention lorsque vous parliez. Ma question est celle-ci. Premièrement, vous dites que la faute, ce qui se passe aujourd'hui, la faute revient à l'État. Alors, je ne sais pas, honorable, si, lorsque vous parlez de l'État, vous faites allusion au président de la République ou vous faites allusion et au président de la République, au gouvernement et au Parlement. Est-ce que vous venez de dire tantôt que vous êtes membre de la commission, de la grande commission sécurité et défense? Ce qui veut dire ce qui se passe à l'est de la République, vous savez, vous êtes aussi responsable d'une part. Alors, s'agissant du consensus que vous prenez pour résoudre la crise, ne voyez-vous pas que nous risquons de ne pas arriver à ce consensus parce que, à vous entendre parler, vous critiquez directement en disant que l'AFDEL, c'est parmi peut-être les causes majeures de la crise à l'Est. Alors, vous ne voyez pas que ce consensus risque de ne pas aboutir partant de vos, si je peux dire, réflexions ou vos condamnations d'une part? C'est ça ma question. S'agissant du recteur de France, cher recteur, j'ai une question aussi. Alors, lorsque vous parlez d'un message, qu'en temps de crise, il faudrait qu'il y ait un message de la part des gouvernements, de l'État, envers nous, la population, si je peux dire. Mais je suis un peu perdu, parce que, et quel message vous voulez? Parce qu'actuellement, il y a un message qui est passé. Est-ce que vous voulez que l'État puisse passer les messages conformément à ce que vous voulez? Ou l'État est là, il gère, il peut donner les messages, et que ces messages-là peuvent être affirmés. Pourquoi vous voulez seulement qu'il y ait un message qui est taillé sur mesure partant de votre volonté? Voilà un peu ma préoccupation. Merci. J'ai des préoccupations à adresser à nos conférenciers. Je m'adresse d'abord à M. Daniel Safou. Monsieur l'honorable, je vous ai entendu parler de la ruse. Bon, de l'autre côté, nos voisins sont peu rusés. Doit-on renoncer aux engagements pris par ruse? Imaginez-vous, je tombe amoureux d'une fille qui s'approche de moi
en me brandissant des fausses qualités. 2 jours après, je découvre que c'était du mensonge ou de la ruse. Alors que nous sommes allés à la police, nous avons formalisé nos engagements. À la fin, doit-on renoncer aux engagements pris par ruse? Il y a Josué dans la Bible, oui, nous devons nous référer à la Bible, qui a été trompé par les Gabaonites. Les Gabaonites sont venus avec ruse. Non, nous sommes avec vous, nous avons appris que vous êtes bénis, vous êtes forts. Josué, nous vous acceptons, nous sommes d'abord avec vous. Mais quelques jours après, Josué découvre non, ce sont les ennemis qui nous ont trompés. Mais Josué a respecté ses engagements, malgré la ruse des Gabaonites. Et il a pu rester. Saoul voulait un peu abuser de ses engagements, les conséquences étaient arrivées. Josué a dit, mais à pas, nonobstant la ruse, continuons la vie ensemble. Et les Gabaonites sont restés là. Ils ont usé de la ruse, c'est pourquoi ils sont restés en paix. Josué a exterminé tout le peuple aux alentours, sauf ces gens qui ont usé de la ruse. Acceptons de vivre, nonobstant la ruse. Deuxième préoccupation, vous avez parlé de la communication consensuelle. Elle sera autour de qui? Dans le cas de l'Ukraine, nous voyons que cette communication est autour du président ukrainien Zelensky. C'est lui d'ailleurs l'acteur majeur de cette communication. On l'appelle Euro pour avoir soutenu la communication pendant ces jours-ci. Je m'adresse encore au recteur de France. Ma préoccupation c'est celle-ci. Quels sont les acteurs de la crise? Le Rwanda dit non, c'est pas moi. C'est l'affaire des Congolais entre eux. Son porte-parole a parlé également à la RFI. Non, c'est pas nous, c'est une affaire congolaise. Quels sont ces acteurs-là? Et je voulais vous rajouter. Notre adhésion à la communauté des États de l'Est ne constitue pas la mort de l'État congolais. Que sommes-nous allés chercher là-bas? Si je devenais président de la République, la première des choses à faire, c'est de sortir de ces tombeaux ouverts dans lesquels nous sommes plongés. Honorable, vous avez la responsabilité. Vous avez vendu le pays par les jeunes de cette communauté. Nous vous suivons attentivement. Quand vous constatez dans un pays, les gens se disent Bissoba Luba, Bissoba Congo, Bissoba Swahili, ça veut dire que cet État-là a des problèmes. Ça veut dire que cet État-là n'est pas une nation. Dans une nation, on ne se choisit pas des appartenances d'ordre provincial. Dans une nation, on se dit nous sommes Congolais. Un tel type de discours ne frise pas la notion, n'est-ce pas, de la nation. Parce que quand il s'agira, n'est-ce pas, de construire, donc la nation c'est un tout. Comme me disent les sociologues, c'est un fait totaux et global. Alors, tu poses la question, comment on peut construire la nation? Mais nous sommes là pour ça, non? Vous êtes à L1. Demain, vous allez finir les études. Et bientôt, vous allez apporter votre contribution. Mais votre contribution va graviter autour de quoi? Je crois autour de la construction d'un État-nation. Un État-nation, tu n'apprendras jamais Bunagana et Kouei. Oh, donc, demain, toi et moi, nous allons construire une nation par le biais d'une armée nationale, par la diversité, n'est-ce pas, économique. On va produire le coton, les minéraux, par une agriculture agressive où les gens... Vous savez que Ouganda a atteint l'autosuffisance alimentaire. Burundi a atteint l'autosuffisance alimentaire. La Côte d'Ivoire, bientôt, va atteindre l'autosuffisance alimentaire. Je reviens maintenant à la préoccupation de l'ami. Mon ami, nous sommes dans une période difficile. Je n'ai pas critiqué l'État. Je n'ai pas compris votre question. Vous donnez la faute à l'État. Mais est-ce que l'État existe d'abord? Nous avons un État dans ces pays. Où c'est un groupe d'individus qui s'organisent, qui nous accompagnent. Dans un État, l'État construit sa jeunesse.
il y aurait des bourses. Dans un État, l'État construit des routes. Dans un État, Karl Marx dit, l'infrastructure est le fondement de tout. Nous ne pouvons pas parler, n'est-ce pas, de l'appareil étatique sans qu'il y ait son fondement. Le fondement, ce sont des infrastructures. Dans notre pays, on a un problème de routes, on a un problème d'eau, on a un problème d'électricité. Mes amis qui sont ici à L1, LD, à son temps, quand l'État existait, l'étudiant avait sa bourse. L'étudiant avait sa restauration. Pendant la pause, il va manger un peu du foufou. Donc, un État existe avec des a priori. Lorsqu'il n'y a pas ces a priori-là, nous ne sommes pas un État. C'est pourquoi, pendant cette période, nous devons avoir une communication type, celle de construire, n'est-ce pas, l'État-nation, dans ce sens-là. Donc, dire que je donne la faute à l'État, vous avez dit quelque chose là, moi-même je suis responsable. Vous avez suivi ma dernière intervention, je profite aussi pour vous répondre. Lorsqu'on ratifiait notre adhésion, n'est-ce pas, dans la communauté de l'Est, j'ai pris la parole au Parlement. J'ai dit non, nous avons tendance à pointer les doigts au Rwanda. L'Ouganda aussi nous fait du mal. Moi, je crois qu'on peut ratifier tout en dégageant une parenthèse qui relève, n'est-ce pas, de l'Ouganda. Donc, je crois que face aux générations futures, j'ai décliné ma responsabilité ce jour-là devant Mbosso et devant la nation, dans ce sens-là. Alors, je reviens à l'ami qui est scientifique, qui dit discours et acte. Il y a toujours un écart là-dessus. Vous savez, lorsque nous parlons de la communication, à un moment donné, il y a l'ami qui a posé la question sur les concepts. Il faut faire attention avec les concepts. C'est dans une approche classique. Quand nous films jeunes, on nous donne un sujet de dissertation, il faut définir les concepts et vous poser les problèmes. Mais non, non, non. Nous devons évoluer sur les plans scientifiques. Vous voulez qu'on définisse les concepts. Je suis étudiant en droit. J'ai appris ce qu'on appelle l'objectif. L'objectif. Mais mon professeur de droit, Ngondanko, il me dit, en droit, l'objectif a une autre définition. Mais ça c'est. Le professeur dit, Ngondanko, il dit, en droit, l'objectif a une autre définition. Donc il faut faire très attention de tomber, n'est-ce pas, dans les définitions des concepts. Par contre, il faut vider les contenus sémantiques du concept et en dégager la compréhension. C'est beaucoup plus rapide, beaucoup plus compréhensif. Mais c'est lorsque nous parlons de la communication, vous dites qu'il faut les discours, entre les discours et les actes. Mais les discours entraînent aussi un comportement. Les discours entraînent un comportement. Alors, notre comportement serait quoi? Notre discours, je l'ai répondu d'ailleurs, notre discours doit avoir une seule orientation. Celle du patriotisme, l'amour du pays. Nous devons aimer la patrie. C'est ça notre discours. Notre comportement doit être quoi? Les actes. On ne peut pas poser des actes. J'ouvre une petite parenthèse. Chez les Romains, par exemple, un Romain, quand il se retrouve en dehors de Rome, il vante César. Il dit César est bon. Voilà la communication des Romains. Il dit César est bon, en Rome on est bien, nous mangeons 3 fois. Mais quand il rentre en Rome, s'il est plein de terre, il dit César est méchant, César est dictateur. Est-ce que Dieu ne peut pas rappeler l'âme de César? Ce monsieur est en train de nous faire souffrir. Nous mangeons très mal, nos enfants ne savent pas aller à l'école. Est-ce que Dieu ne peut pas rappeler l'âme de César? Voilà les 2 discours du Romain. En dehors de Rome, il y vante, il fait preuve du patriotisme. Il fait preuve de l'amour de la patrie. Mais quand il est à Rome, il attaque César. C'est pour nous aujourd'hui. Les discours qu'on doit avoir et l'exact qu'on doit poser doivent graviter autour, n'est-ce pas, du patriotisme. L'essence et l'essence. Essence au sens du verbe essayer. Essayité, dans ce sens-là. Maintenant, et ce genre de cadre de change. Ça nous aide à la complémentarité. Aucun scientifique du monde n'a atteint la sommité scientifique. Mais la science repose sur l'humilité, repose sur la compréhension de l'autre et sur la discontinuité des recherches. Donc après ici, tous les concepts évoqués par l'honorable Safou, moi je vais continuer des recherches.
lui autant, vous aussi. Pardon. Et car les pauvres perdus, la science évolue à l'essai et à l'erreur. Très bien. Alors, vous avez le chef d'État de demain dans cette salle. Vous avez le ministre de demain dans cette salle. Et vous avez même les porte-parole du gouvernement en 2023 dans cette salle. Donc, le rendez-vous d'aujourd'hui est un rendez-vous de bénédiction. Il y a une question qui m'a été posée par je vous appelle ici collègue parce que vous êtes des scientifiques. Ici, nous sommes des collègues. Un collègue m'a posé la question de savoir quel type de crise. En soi, ce n'est pas aux scientifiques de donner du contenu à la crise que traverse un État. C'est à l'organisation de l'État de se définir selon les types de crises qu'il traverse. Nous pouvons donner un sens scientifique, l'organisation épistémologique. Mais c'est à l'État de savoir, parce que ce qui se passe maintenant à Bunagana, moi je ne sais pas. Ce qui se passe maintenant à l'Est, au Nord et au Sud Kivu, nous ne connaissons pas. C'est à l'État de nous dire maintenant, au regard de ces informations, qu'est-ce qui se passe pour que nous puissions donner une forme scientifique. Pendant que cette communication ne nous est pas transmise, nous serons dans un flou. Et là, nous tomberons dans les supputations, dans les affabilations, les approximatifs. Or, la science, c'est la véracité, c'est l'exactitude. Quand vous êtes, c'est l'universalité. Que vous soyez à l'université de Kinshasa, que vous soyez à l'IPEN, que vous soyez à l'IFASIC, la communication a la même définition. Lorsque l'ami des slameurs a fini sa prestation, je vous ai entendu et je confirme que le taux de chômage des jeunes en RDC est de 84% selon les chiffres de la Banque mondiale, contrairement à ce que le ministre de la Jeunesse a dit à l'extérieur du pays. Mais je vous informe qu'il y a votre collègue honorable Justin Mastaki, élu du Kivu, qui a une proposition de loi qui traîne dans les tiroirs du président de l'Assemblée nationale sur la lutte contre le chômage des jeunes. Et au nom de tous les jeunes dans la salle, je sollicite votre soutien à cette proposition de loi. En l'aide de la sécurité étant dédié à G perspective. Parce que je suis en communication, je suis encore en G3, je ne maîtrise pas beaucoup de choses, mais j'aimerais au moins avoir des précisions. Monsieur le directeur, on parle de la communication à l'aide de la sécurité. Dominique Walton va loin pour dire communiquer, c'est aussi négocier et cohabiter. Et parmi les idées que vous avez proposées, parmi les propositions, vous parlez seulement de il faut d'abord identifier les problèmes, il faut d'abord créer une armée nationale. Mais parce que nous sommes en communication, pourquoi pas aussi proposer la diplomatie? Parce que, et j'aimerais aussi savoir comment vous trouvez la voie que le président a prêtée, parce que jusque-là, le président parle toujours de la diplomatie. Est-ce qu'il est dans une bonne voie ou vous avez d'autres voies à nous proposer? Merci. C'est pour nous impressionner. Il n'y a rien au stade, il n'y a pas match. Il est là, il dit à ma soeur, à moi, il dit, ah, c'est grandiloquent. Oh, mais qu'est-ce qui est grandiloquent? L'ami pose la question, dit, je suis choqué, honorable. Comment tu peux parler d'une armée multinationale pendant que toi tu es dans une armée, dans la commission défense et sécurité? Tu n'es pas choqué, mon ami. Tu n'es pas choqué. Il ne faut pas se faire choquer à des choses dont tu ignores. Lorsqu'on parle d'une armée multinationale, c'est cette armée-là où on trouve des citoyens des autres pays. Et c'est chez nous, ça s'est opéré comment? C'est comme ça, quand les gens disent que Kabila Gouta Zonga, Kabila Goutou bien, si vous vérifiez ces gens-là, ils ont une partie de la folie dans leur tête. Mais c'est par les brassages, par le mixage, quand Kabila accepte les mixages. Et parmi lui, quand Tshisekedi va au Kenya, le M23 va intégrer notre armée.
Il y a eu des mixages, des brassages. C'est comme ça que nous avons une armée multinationale. Où nous imposer leurs citoyens. Parce qu'on voulait la paix. C'est comme ça que nous avons une armée multinationale. Bon, vous avez compris. Je reviens, l'ami. Quand vous défendez les députés, l'ami, qui est scientifique, est-ce que pour qu'on puisse lutter contre le chômage, il faut une loi? Mais non! Le chômage, pour qu'on lutte contre le chômage, dites à ton député là, ta loi là ne va pas passer. On a connu beaucoup de lois. Un bon matin, quelqu'un se réveille, la loi sur les mariages, la loi sur ceci. Mais si la loi en soi entre en contradiction avec des dispositions constitutionnelles, ce n'est pas une loi. Vous vous rendez compte, un député se réveille un matin, il amène la loi au Parlement, comment lutter contre le chômage. Dans un pays où vous ne produisez rien. Donc tu ne produis rien. Parce que tu es jeune, il y a une loi, quand un jeune a 18 ans, il doit avoir l'emploi. Les problèmes que nous avons au Congo, ce n'est pas le problème du chômage des jeunes. Prends mon numéro, tu donnes à ton député qui cherche une autre loi. Cette loi-là ne tient pas debout. Ça ne relève pas de la rationalité. Cette loi-là ne tient pas compte des repères sociologiques. Mais c'est mon frère. Dans un pays, il n'y a qu'un seul moyen pour lutter contre le chômage. C'est la production. Nous devons avoir des unités de production. Avant l'indépendance, le Congo était semi-industriel. Il y avait des sociétés comme SCAM. Dans chaque province, il y avait des sociétés semi-industrielles. Il n'y avait pas de chômage. Avant l'indépendance, ceux qui étudiaient ici, ils étaient nourris à chaque fois qu'il y avait pause. Il y avait restauration. On a transformé ça en homme. Là où les étudiants mangeaient. Donc, quand quelqu'un va amener la loi, comment mettre fin au chômage, il doit se dire. Je crois que chacun de nous a étudié les cours de l'économie politique. Nous avons une idée de l'économie. Dans un pays où il n'y a pas l'économie, et on ne sait pas aussi identifier quel type d'économie que nous avons. Vous parlez de la lutte contre le chômage, mais c'est grave. Commençons d'abord par aménager notre économie. Dotons cette économie-là de nom. Nous sommes dans quel secteur? Nous sommes dans le secteur minier, nous sommes dans l'agriculture. Vous savez, ces pays, les jours où nous allons relancer l'agriculture, il y aura plus de chômage des jeunes. Les jours où il y aura relance de l'agriculture. Mais malheureusement, ceux qui ont la direction du pays, souvent commencent par les sauts de moutons, au lieu de commencer par l'agriculture. Donc, dites à ton député qu'il y ait des unités de production, une forte production, cela va entraîner les besoins du travail. Et partant de ces besoins, on va engager les jeunes. Il faut faire attention. La jeunesse, c'est une période très courte. Il ne faut pas en faire un capital, un discours. Nous les jeunes. Je connais un qui est devenu ministre dans ce discours-là. JDG pour ça, à Longo, jeune Mikolo. Je reviens à l'AMI, toujours sur l'armée. Je suis de la commission défense et sécurité. Nous n'avons pas une armée nationale. Quand tu dis qu'on doit interpeller, n'est-ce pas, les ministres? Non. Vous avez raison de ce que vous ignorez. Vous avez raison de ce que vous connaissez. Vous avez tort de ce que vous ignorez. Lorsqu'on interpelle les ministres de la Défense, on appelle ça secret défense. Ça se passe à huis clos. Ce sont des affaires sensibles qui touchent, n'est-ce pas, la vie de l'État. On n'en discute pas en public. Tu es d'accord avec moi? Ce n'est pas dans l'agora où Gorgias, Protagoras, Socrate pourraient discuter de la science aux vieux yeux de tout le monde. Là, c'est l'armée. Je reviens à la question, l'ami me pose, quelle solution pour mettre fin à la partie Est? La solution est simple. Il faut que nous soyons un État puissant. Il y a les élémentaux qui se dégagent pour que vous soyez considérés comme étant un État puissant. L'intelligence que vous voyez là, c'est aussi un des facteurs. L'intelligence que vous voyez là. Mais de manière matérielle, on doit avoir une armée nationale. Dans une armée, il y a plusieurs ramifications. Je vous prends aujourd'hui, dans notre armée, nous n'avons pas de paracommando. Il n'y a pas de spécialité. Il n'y a pas de paracommando. Il n'y en a pas. Dans notre armée. Dans notre armée, nous n'avons plus de pilotes de guerre. L'actuelle armée. Et Kabila, 18 ans d'Iran, n'a pas pu construire une armée nationale. Par contre, il a détruit ce qu'il a trouvé. C'est un homme, tôt ou tard, nous allons les juger dans ce pays. À la question de savoir, dans la solution à l'est du pays, vous les jeunes,
vous devez vous former au sein de l'armée. Nous devons tous entrer dans l'armée, qu'on forme une armée nationale. Dans une armée nationale, il y a des spécificités, il y a des spécialités, il y a des domaines. Vous savez que dans l'armée, il y a même la recherche scientifique. Il y a la recherche scientifique, il y a la recherche technologique dans l'armée. Dans l'armée, l'armée est appelée à inventer. Aujourd'hui, nous avons une armée budgétivore. Une armée qui ne produit rien. Baliaka kaka, loboko kaka. Or, à son temps, si vous connaissez l'histoire, Madé Soba Soda, notre armée produisait. Il y avait une agriculture. Notre armée produisait. Notre armée avait des médecins. Vous allez à Mamaemo, la plupart des ophtalmologues, c'était des médecins de l'armée, de notre armée. Mais aujourd'hui, vous en trouverez encore. Vous avez un général comme on est NCT, à soir à la 4e des humanités. Même pour toucher les stylos, un général. Ah, Simba Bikibo. Nous avons Simba Bikibo à Komani. Maintenant, nous avons des officiers qui sont devenus officiers par brassage. Kunara Nengazaki général na Zamba, par mixage, ayepe à général. Nengazaki colonel na Zamba. Ça, c'est là où nous avons détruit notre armée. Et si les Rwandais nous attaquent par les biais du M23, pour votre information, on ne fait jamais la rébellion sans être appuyé par un pays. Donc, aujourd'hui, on peut déduire, les Rwandais soutiennent, n'est-ce pas, le M23. Parce que les Rwandais ont toutes les informations sur nous. Que nous n'avons pas une armée, nous n'avons pas de spécificité, nous n'avons pas de spécialisation au sein de notre armée. On peut les attaquer en tout moment. On peut les attaquer. Je reviens. Le doyen a posé une question savante. Hein, il dit, tout ce qui appartient du ventre des crapauds appartient, n'est-ce pas, au boa. Vous avez raison, papa. Nous sommes partis d'où? Nous sommes victimes des accords de Berlin, des traités de Berlin. Là, on a partagé le Congo. Le Congo a été partagé comme étant un bien. Géré aussi comme étant un bien. Mais saisissez, à la personne qui dit Kabila était là, je vous réponds rapidement. Hein, on ne met pas les doigts dans les narines. Hein, monsieur? Non, je m'adresse à celui qui dit Kabila n'était pas là. Ah. Donc, oui, laissez-moi terminer, monsieur. C'est mon point de vue, monsieur. C'est mon point de vue. J'en donnerai encore plus, ça va t'énerver encore davantage. Ah. On a placé un idiot au sommet de l'État. J'en donnerai encore plus. Je l'ai combattu pendant 18 ans. Je m'en fous de tes inquiétudes. Je m'en fous de toi. Je t'ignore. Je continue le débat. Les amis, ne crie pas comme un chien, sois calme. Calme. Je ne retire pas, je ne retire pas. Les amis, excusez. Mais tu déranges, monsieur. Tu déranges. On peut te faire sortir de la salle. Mais je sors de la salle. Faites-le sortir. Sors. Tu déranges, monsieur. Sors. Je termine, pardon. Je termine. Les amis, j'allais... Excusez, pardon. J'allais... C'est un activiste, il y a beaucoup d'activistes à l'intérieur. J'allais oublier. Les amis, pardon. Les amis, excusez-moi. Oui, ce n'est pas la peine de retenir. Ça. J'allais oublier les amis. On risque de terminer et puis oublier. Je suis parti d'un constat. Ceux qui suivent les plénières m'ont vu défendre la femme pendant la loi électorale. J'aimerais honorer les femmes présentes ici. Les femmes qui sont ici, je vous remets quelque chose. C'est une façon de vous encourager. Les femmes qui sont ici. Et moi, mon père est mort très tôt. C'est la maman qui m'a élevé. J'ai une affection particulière à la femme.
L'ami qui me demande de retirer, il ne me connaît pas. Je n'ai jamais retiré quand je donne mon point de vue. Je conclus à l'adage de notre doyen. C'est là où je conclus. Je conclus à l'adage de notre doyen, un adage qui a coulé sous forme d'une question. Tout ce qui est dans le ventre du crapaud appartient, n'est-ce pas, au boa. Si nous voulons faire une approche compréhensive de cet adage qui est coulé, n'est-ce pas, d'une question, mais nous sommes victimes. Tout est parti, n'est-ce pas, de la conférence de Berlin. Quand vous prenez le traité de Berlin, je vous renvoie au professeur Banzamalela, qui a publié l'histoire politique à nos jours. C'est un grand livre. Le professeur Banzamalela démontre cette détermination. Nous sommes liés à ces gens-là. Le concept a changé. Au départ, c'était des colonisateurs. Aujourd'hui, ce sont des multinationales, dans ce sens-là. C'est le concept qui change. Je conclue par là, les amis, loin de vous choquer. Hier, c'était AFDEL. Il y a des sous-branches. Aujourd'hui, c'est PPRD, CNDP, M23. Ce sont des branches, n'est-ce pas, dit AFDEL. Si un jeune aujourd'hui, 18 ans dira au pouvoir, 18 ans au pouvoir, qui n'a pas construit les rails, qui n'a pas construit l'armée, hein, ils sont maudits là où il est, ces messieurs-là. Jaillit la lumière. Nous devons avoir, s'il vous plaît, nous devons avoir la capacité de nous surpasser pour accepter des contradictions. Nous bâtirons ce pays par des contradictions. Nous bâtirons, s'il vous plaît, on peut terminer rapidement. On bâtira ce pays par des contradictions. Moi, je voudrais, ou j'aurais voulu, qu'un jeune, à ce niveau de responsabilité, encaisse un coup de communication et se maîtrise. Vous ne bâtirez jamais ce pays par des agitations. Je voudrais vous rassurer dans cette salle que le jour où vous avez la capacité d'écouter ce qui vous fait mal et vous taire, vous êtes devenu grand. À l'école de communication, on appelle ça le tactique de débat. Ça s'enseigne. Alors, notre ami doit être inscrit à l'école des communicateurs. S'il vous plaît, madame, on va terminer. Très bien. Notre ami doit être inscrit à l'école des communicateurs, là où on peut vous choquer et puis supporter. Il y a une question très importante qui m'a été posée de savoir la différence entre la communication de Mouyaya et de Mende. Ce n'est pas une question politique. En soi, ça s'inscrit dans la logique de notre thématique du jour. Et j'ai la ferme obligation de répondre à ça. Et encore une fois, il est vrai que vous, les jeunes d'aujourd'hui, ne soyez pas comme les jeunes militants des partis d'hier, impairs. Ceux qui fini Mobutu, yo Tomboki. Toi, il faut présenter les éléments cognitifs. Dire ce qu'on dit est faux, voici ce que moi je propose. C'est ça le modèle de jeunes qu'on veut. Voici la différence entre Mouyaya et Mende. La différence est ça. Il existe ce qu'on appelle une communication classique. La communication classique, c'est la communication de la récolte, du traitement et de la diffusion des informations. Que tout journaliste issu de cette faculté, ou d'ailleurs, pouvait le faire, excusez-moi. Même un maçon peut traiter l'information. Mais il y a ce qu'on appelle la communication politique et stratégique. C'est une communication, une branche de la communication qui repose sur la stratégie de maximisation d'intelligence pour broyer ce qui n'est pas consommable et le transformer à ce qui peut être consommable. C'est difficile aujourd'hui que quelqu'un vienne défendre les fausses communes de Malou. Mais un expert en communication politique et stratégique peut prendre les faits, les broyer, les avaler ou l'avaler et les transposer et être consommables. Il a été question d'un rédacteur, de quelqu'un qui a appris l'écriture journalistique, qui a été sur le banc de l'école et sait parler français. Et quelqu'un qui a étudié comment déjouer une crise de communication. Par exemple, là,
Je peux être là, toi tu es là, tu m'attaques frontalement. Non, Louis-France, toi d'abord, tu es. Pour que je te détourne, il faut que je fasse recours à la communication politique et stratégique. Et ça te prendra 1 seconde pour t'excuser. Et c'est ce que Mouyaya, notre ministre de la Communication, devrait faire. Comme il ne le fait pas, donc il faut faire recours à celui qui sera capable de le faire en dehors de moi. Alors, il y a une question qui a été posée ici, est-ce qu'on peut aller dans la diplomatie? Mon ami, je vais définir c'est quoi la diplomatie. C'est très important. On apprend ici tous les jours. Non, c'est la voie diplomatique, la diplomatie agissante. Si on ne définit pas c'est quoi la diplomatie, c'est quoi la guerre, nous sommes foutus. Selon les anciennes doctrines des relations internationales, comme du droit international public, définissent la diplomatie comme le mode de coopération entre États. C'est faux. La diplomatie est une approche. Cette approche-là peut être utilisée, soit en bien, soit en mal. Vous savez qu'il y a ce qu'on appelle dans les services les contre-espionnages. C'est dans la diplomatie. La fréquentation. Le service, c'est-à-dire que le service peut faire de vous un bon ami. Je deviens un grand ami de l'honorable Daniel Safo. On mange ensemble. C'est pour récolter des informations en lui. C'est une approche diplomatique. Je peux faire recours à un grand ami de l'honorable Safou pour nous réconcilier sans passer par lui. C'est une approche diplomatique. Mais c'est quoi? Je termine, très bien. Mais la guerre, c'est quoi? La guerre, c'est l'échec de la diplomatie. Quand est-ce qu'il y a guerre? C'est lorsque la diplomatie échoue. Mais vous nous demandez aujourd'hui d'aller en diplomatie. Mais la diplomatie a échoué parce que nous avions tout fait, mon ami. Qu'est-ce que nous n'avions pas fait sur le plan diplomatique dans notre pays? Est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui un seul investisseur qui est venu par la diplomatie entreprise depuis il y a 4 ans? Un seul. La diplomatie doit apporter des fruits. C'est-à-dire que nous faisons la diplomatie avec la Russie, nous voyons les unités russes nous venir en aide en temps de guerre. C'est ça la diplomatie. La diplomatie n'est pas le fait du déplacement, je suis désolé. Il y a une chose, la dernière question qui m'a été posée ici sur le contenu de la communication. Non, la communication n'existait pas. Je vais encore choquer les experts en com que vous êtes. La communication n'existait pas. La communication, c'est créer des suites de faits. Il n'y a pas de communication sans fait. Sinon, ça devient une rumeur. Comment vous voulez que nous puissions donner les contenus à notre communication si nous n'avons pas des éléments nous communiqués par le gouvernement? Nous avons une armée de combien d'unités? Quelle est l'intelligence artificielle qu'on appelle l'intelligentsia artificielle utilisée aujourd'hui? Parce que vous savez, quand vous luttez avec les États-Unis d'Amérique, on ne va pas vous amener de camionnettes là avec des eaux, non. On va prendre un ordinateur, on fait le mixage, on fait les calculs, on dresse et puis on tire, ça brûle chez vous. Et nous devons atteindre ce niveau de l'intelligence artificielle. Nous n'avons plus besoin de déplacer les camionnettes dans toutes les forêts de l'Est, on n'en a plus besoin. Nous devons aller au-delà de ça. Et pour aller au-delà de ça, il faut l'organisation de l'État. Il faut que l'État soit organisé. Il existe encore. Il y a une question qui m'a été, honorable Daniel Safo pose la question si il existe encore. Pourquoi on fait recours comme si c'était des poulounans, de ceci? Non, il y a ce qu'on appelle un État défaillant. Un État qui existe de par son aperçu juridique international, mais un État qui n'existe pas dans sa considération politique internationale. Avec quel État nous pouvons nous battre aujourd'hui? C'est lui qui connaît un seul État qui peut faire face avec le Congo et échouer, qui lève la main. Même dans le monde, nous avons 192 États répertoriés juridiquement. Pardon? Non, s'il y en a, donnez-moi les noms. Très bien. Dites-moi, la Somalie a fait combien de morts depuis 2022? Depuis que cet État, depuis que nous sommes entrés en 2022. La Somalie a perdu combien de patriotes en temps de crise, de guerre? Voilà. C'est cet État que nous voulons. Nous n'avons plus besoin de bâtir un État de plainte. Nous avons tout dans notre pays. Vous savez l'élite que nous voulons construire aujourd'hui, hein? C'est cette élite qui se lèvera pour dire Kagame n'est pas grand. C'est nous qui les rendons grands.
Sur le plan de la configuration géopolitique, il y a quelqu'un qui a parlé de la géostratégie ici. Voici la tactique, voici la stratégie. D'ici Rwanda, déjà le Rwanda ne peut pas atteindre la capitale congolaise de par sa situation géographique. Si le Rwanda, à travers Kigali, doit se battre avec la RDC, c'est à travers Goma. Et nous pouvons créer une base logistique secondaire pour détruire Kigali, mais Kigali ne détruira jamais Kinshasa. Donc cette guerre à l'Est, c'est à notre avantage. Nous pouvons repousser les Rwandais. On ne va pas parler du renseignement. On parle du renseignement dans un état pur. Pour traverser une frontière d'un état à un autre, vous devez être identifié. Mais il y a des Chinois qui vivent dans ces pays qui n'ont aucun document. Nous ne sommes rien contre les Chinois ni les Indiens, nous sommes un pays qui aime vivre. Vous commencez à exploiter les minerais. Et l'État fort ne se construira pas avec le dirigeant ici, mais ça avec nous. Jeunes Congolais, prenons rendez-vous en 2028. Vous serez pour la première fois témoins de l'organisation d'un État. Merci. Nous sommes mis d'accord, pendant cette période, nous n'avons qu'un seul objectif. Une communication liée à la construction de l'État-nation. C'est l'État qui est menacé. Une communication qui nous amène à défendre notre pays qui est menacé. Et pendant cette période, on ne peut pas porter atteinte, n'est-ce pas, à nous-mêmes. Et pendant cette période, on ne peut pas dire des choses qui peuvent décourager notre armée. Donc il y a une communication appropriée, mais une communication doublée, n'est-ce pas, du patriotisme. Cet amour, n'est-ce pas, de la patrie. Nous devons aimer la patrie. Et celui qui a l'amour, n'est-ce pas, son pays, ne peut pas porter à tête, n'est-ce pas, son pays. C'est que Habermas s'appelle l'autodestruction pragmatique. On ne peut pas se détruire son pays. Donc on devrait avoir une communication doublée, n'est-ce pas, du patriotisme, et une communication, n'est-ce pas, qui s'oriente dans la dynamique même de défendre l'État-nation. Et en un mot, on s'est mis d'accord, il faut une communication orientée vers la construction, n'est-ce pas, de l'État-nation.